belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander, c'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trop un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache et bienvenue pour ce deuxième épisode du Podstache. J'ai mis mon plus beau jogging et oui, je sais, ce n'est pas du tout radiophonique ce que je viens de dire. Toujours en compagnie de mon acolyte de toujours, mon gars sûr du vin, monsieur Charles-Émeric Pallard, alias Charles. Charles, comment vas-tu ? Ça va, tranquille. Toujours sur un ton aussi posé. Et on est de retour justement pour ce deuxième podcast. Alors le podcast, ou plutôt devrais-je dire le Podstache, c'est un concept très simple en fait. Et c'est tout simplement l'idée de vous présenter deux cuvées que Charles a sélectionné pour vous. La dernière fois, tu nous avais sélectionné, rappelle-moi, en rouge, c'était le domaine de la pierre frite, c'est ça ? Oui, en Saumur. Ouais. Et en blanc, on avait fait le Riesling Les Jardins de André Ostertag. Qui a d'ailleurs créé le débat, j'ai vu il n'y a pas longtemps, au niveau de la RVF, ou au niveau de la dernière page, il y avait un petit débat justement sur est-ce que ça respectait ou non la typicité des sols alsaciens. Un avis ou... Pour moi, ça les respecte. Après, comme c'est un assemblage de parcelles, il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ça. Le travail est exceptionnel. Point. Le message est passé. Bon, et bien sur ce, on va donc partir sur la deuxième sélection du jour, et on va commencer par le vin blanc. Ah non, mais pas du tout, je bois pas un verre de vin, je bois 6 verres de vin. Ça s'appelle de la dégustation, et c'est très classe. Goût layant, puissant en bouche, avec des arômes de framboise. Et nous sommes de retour après un petit verre d'eau pour parler donc de la sélection du vin blanc. La première question que je voulais te poser, Charles, bien avant que tu nous dévoiles ce sur quoi tu étais parti, c'était que souvent, en termes de dégustation, on entend la fameuse expression rouge sur blanc, blanc sur rouge, etc. Toi, est-ce que tu trouves ça plus pertinent de commencer par les blancs ou par les rouges ? Est-ce que c'est un peu de la poudre de perlimpinpin ? Est-ce qu'il y a une vérité derrière tout ça ? Qu'en penses-tu ? Alors, est-ce qu'il y a une vérité ? Ça, c'est sûr que non, parce que c'est différent pour chaque personne. Moi, j'aime bien les deux, parce que ça s'accorde à des moments différents. Quand on passe à table, on peut très bien commencer l'apéro avec du vin blanc, ou du vin rouge si on veut. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment commencer avec du vin blanc, et après, pendant le repas, enchaîner sur le vin rouge. Ça, c'est le côté repas. Ouais. Le côté dégustation pure, c'est-à-dire que quand je vais, par exemple, dans des salons où il y a beaucoup de vignerons et où ça va être une charge de dégustation assez lourde, je commence toujours par les rouges. Ah ouais ? Pour pouvoir, une fois que le palais est saturé des rouges, rincer le palais avec les blancs. Ah, c'est marrant, tu vois, parce que moi, je faisais l'inverse. Je commençais justement, préférer aller sur les blancs, où je sais que je vais pouvoir sentir l'acidité le bon matin. Parce qu'après les rouges, j'ai tendance à trouver justement que les amers sont trop dominants et que c'est plus compliqué à avoir les acidités. C'est pour ça que je préfère, à titre personnel, commencer sur les blancs. Mais deux écoles, on va dire. Deux écoles. Après, j'y suis venu plus tard. Je pense que c'est aussi le fait de vieillir et de me dire, je suis fatigué plus rapidement après 120 différents... en blanc, donc du coup j'ai adopté cette technique qui marche plutôt bien pour moi. D'accord. Voilà. Mais en termes de plaisir, c'est vrai que j'adore commencer par les blancs et après enchaîner par les rouges au moment où on commence à bien manger, mis à part le Beaujolais où les Beaujolais peuvent se boire comme des blancs au final. C'est toute la magie du Beaujolais. C'est toute la magie du Beaujolais. Puis bon, en même temps, j'allais dire, en ce moment, les salons, c'est pas comme si on en faisait tous les jours. Du coup, en termes de sélection, tu as décidé de partir sur quoi aujourd'hui ? Alors, on va commencer par le vin blanc. Donc, je pars sur un vin du domaine Fouassier, qui est au cœur de Sancerre. Donc, on va en Vallée de la Loire. Donc, c'est la partie est de la Vallée de la Loire. On est vers Bourges. Domaine Fouassier, c'est un très vieux domaine. Qui maintenant est tout en biodynamie. C'est un domaine de 59 hectares. C'est quand même important, 56 hectares pour de la biodynamie. 59 hectares. 59, pardon. 59 hectares, c'est vraiment gros pour de la biodynamie. Le travail en biodynamie est très rigoureux. Souvent, les
les domaines sur biodynamie sont des domaines vraiment beaucoup plus petits. Mais moi, je pensais plutôt dans ma tête, tu vois, un domaine type 15, 20, 25 hectares grand max, quoi. Ouais, voilà, par exemple. Mais là, ils ont décidé de se lancer là-dedans. Donc, c'est beaucoup de personnel, c'est beaucoup de travail. Mais pour moi, le résultat est largement là. Et tu me disais qu'en Sancerre, c'était finalement assez courant d'avoir des domaines de cette taille. C'est ce qui m'a Alors un oui, peu surpris. En revanche, à Sancerre, tous les domaines, enfin quasiment tous les domaines, sont des gros domaines. Donc 50 hectares en Sancerre, c'est un peu la base, on va dire, entre guillemets. Voilà, contrairement à d'autres, par exemple en Alsace, où on était la dernière fois, là où c'est vraiment des petits domaines, souvent. Voilà. Mais alors là, il y en a une multitude. Tandis qu'à Sancerre, si on veut bien connaître Sancerre, ça nous prend pas trop de temps. Voilà. Parce que y a 2900 hectares, mais il y a plein de gros domaines, donc ça limite les domaines à connaître. Et pourtant, Sancerre, qui est donc une appellation pour ceux qui débuteraient dans le vin et qui veulent s'initier, fait quand même partie des appellations des ténors de la Loire, justement. Ah bah oui, c'est une appellation. Alors pour les blancs, je ne parlerai pas des rosés et des rouges qui sont pas pour moi au niveau des blancs. Ah ouais ? Ouais. Alors, on y viendra plus tard, mais je dois reconnaître que les rouges, pour aller avec des sushis, par exemple, leur pinot noir, je trouve ça fabuleux parce que ça manque peut-être un peu de matière, mais... Alors, non, mais les vins sont très bons, mais vu que c'est les blancs qui ont donné la gamme de prix des vins de Sancerre, les vignerons, ils mettent le Sancerre rouge au même prix que le Sancerre blanc, alors que pour moi, ça ne vaut pas le même prix. D'accord, il y a une... ok, je comprends. C'est plus une question de tarif que de qualité. C'est une question de tarif. Alors après, il y a des très très bons Sancerre rouges. Il y en a pas des milliers, quoi. Et donc, je t'ai un peu coupé, mais tu dis, je te lançais sur le fait que Sancerre était quand même une appellation très réputée. Ah ouais, très réputée, donc très, très connue, alors vraiment mondialement. Les Américains, par exemple, connaissent très bien Sancerre. Ouais. Voilà. L'appellation Sancerre, c'est une appellation qui est 100% cépage Sauvignon. C'est vraiment la typicité de cette appellation vient de ça. Est-ce que c'est là où il y a les meilleurs Sauvignons au monde ? On peut lancer le débat. Justement, parce qu'on prendrait un cachet aux auditeurs juste avant de commencer l'émission, on s'est un peu briefé, et justement, là où je suis très heureux de pouvoir goûter aujourd'hui cette cuvée, c'est parce que, je le disais, je dois bien le confesser, le Sauvignon n'est pas un cépage dont je suis très friand. C'est peut-être dû au fait que j'ai fait mon éducation dans le Bordelais et que je suis tombé sur nombre de Sauvignons sur solaire, sur fruits exotiques, avec ça de boisé, avec un manque d'acidité, ce qui est quand même un peu fou pour le Sauvignon, qui est quand même un cépage, à mon humble sens, qui est quand même bien basé sur l'acidité. Et je disais, il y a seulement 2 terroirs où, magie, je ne sais pas trop comment l'expliquer, j'aime déguster des Sauvignons, c'est le terroir de Marlborough, en Nouvelle-Zélande, et le terroir de Sancerre, justement. Ouais, alors deux terroirs qui donnent pas du tout les mêmes vins. C'est assez original, mais c'est vrai que Marlborough donne vraiment des Sauvignons remarquables. Et ça aussi, ça fait partie des Sauvignons les plus connus au monde. Et qu'est-ce qui fait que le Sauvignon n'a pas toujours forcément eu une très bonne réputation ? Des fois, on dit ça Sauvignonne, alors que pourtant, on va le voir, à Sancerre, on produit de très grandes choses. Alors, le Sauvignon, c'est un cépage qui est assez fragile. Donc, il est difficile à travailler, mais il est très productif. Donc ça, les vignerons qui veulent faire des vins bon marché utilisent facilement du Sauvignon pour faire leurs entrées de gamme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'un des plus répandus au monde. Ça, c'est un peu pour ça que c'est un des cépages blancs les plus répandus au monde. Quand c'est cultivé à grande échelle, avec des très hauts taux de rendement, le Sauvignon donne des très mauvais goûts. Alors vraiment des très mauvais goûts. Ouais. Alors on parle beaucoup du pipi de chat, le fameux, qui est vraiment l'arôme présent dans les Sauvignons à sous-maturité. Ouais. Donc ça, quand on sent cet arôme, on peut pas aimer le Sauvignon, c'est pas possible. Après, le Sauvignon est difficile, enfin c'est très variétal. Donc du coup, très variétal, je dis ce mot, ça veut dire que c'est le cépage qui va s'exprimer plus que le terroir. D'accord. Et avant que le terroir s'exprime, il faut une sacrée viticulture et il faut un sacré terroir. Donc si je comprends bien, ce qui fait la grandeur de Sancerre, c'est d'abord son terroir, plus que peut-être c'est une combinaison toujours. C'est une combinaison. Là, dans le cas, c'est la combinaison du grand terroir et du grand domaine, quoi.
Donc voilà, domaine Fouassier, en fait, c'est un des... Alors du coup, j'enchaîne avec le domaine Fouassier. C'est un pionnier dans les sélections parcellaires. D'accord. Donc, les sélections parcellaires, je vais vous expliquer très facilement. Le podcast dernier, on avait parlé du Riesling Les Jardins, qui était un assemblage de plusieurs parcelles différentes pour donner une homogénéité à un vin. Là, c'est complètement l'inverse. On va prendre une seule parcelle et on va voir son terroir à elle. Et Fouassier, ça a été, dans les années 80, un des premiers à se lancer dans ces sélections parcellaires à Sancerre. D'accord, il a été précurseur, si je comprends bien. C'était des précurseurs dans ce domaine. Alors moi, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, quand on va au domaine, on goûte les 20 parcelles différentes. C'est incroyable la diversité. Et malgré donc tu disais une vingtaine de parcelles, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il avait 3 grands terroirs distincts, ou je dis une bêtise? Alors non, tu dis pas une bêtise, en fait, c'est plutôt le village de Sancerre qui a 3 grands terroirs distincts. D'accord. Donc il y a les argilo-calcaires qui sont à l'ouest, donc qui vont donner des vins assez amples, assez fruités, avec un peu de minéralité. Donc ça va être des Sancerres un peu passe-partout. Tout à l'est de Sancerre, on a une partie silex. Là, c'est plutôt des vins de garde. Après, ça fait que 20% de l'appellation, donc c'est ce qu'il y a de plus rare. Mais ça fait vraiment des vins de garde. C'est très minéral. C'est des Sancerres qui vont sentir la pierre à fusil, par exemple. La fameuse. Et vraiment, la bande au milieu, là, c'est des caillottes, donc c'est vraiment très calcaire. Et là, ça va être des vins qui vont avoir de la tension, mais qui vont aussi avoir du volume, contrairement au silex, mais qui vont avoir une aromatique bien minérale. Et pour la cuvée que tu as sélectionnée, on est sur quel type de terroir? Et du coup, on a sélectionné les Groux, et on est vraiment sur le terroir des caillottes. On est au plein milieu de l'appellation. C'est une parcelle qui touche le village de Sancerre et qui est exposée plein sud, légèrement sud-est. Voilà, il y a une toute petite partie en plus qui est sur des arènes. Donc la pente était un tout petit peu trop forte et donc du coup ils ont fait des sortes d'escaliers où à chaque marche d'escalier... Un peu comme les échalotes, tu veux dire, en Saint-Joseph. C'est un peu dans la même idée. Les échalotes de Saint-Joseph en vallée du Rhône-Nord pour les fameuses terrasses, en fait, pour vulgariser. Parce que alors Sancerre, c'est un village magnifique. Quand on le voit de loin... toutes les photos que j'ai tapées sur Google Images... c'est hyper haut quand on voit arriver de loin et c'est tout entouré de vignes. Et vraiment, les Groux, c'est juste en dessous. Alors c'est un vin que j'adore parce que c'est super bon à boire jeune, très minéral, très expressif, et on a quand même ces petits arômes de fruits. On va goûter tout à l'heure pour dire vraiment avec grand ce plaisir. qu'on en pense. Et il y a une petite amertume qui nous fait penser à une petite peau de pamplemousse, par exemple. Et ça c'est bien aussi la typicité des Sancerres. Alors, Charles, au premier nez, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors déjà, ce qui m'inspire, c'est que le vin est expressif. C'est déjà la base, quand le vin est ouvert. Donc, comme je disais avant, on est sur les sols de caillottes, donc des sols très calcaires. Et en fait, là, tout de suite, on sent tout de suite le côté crayeux, quoi. Là, c'est ça, c'est le caillou, le caillou qui tend vers la craie. On a une petite pointe aussi légèrement agrume. Je dirais plutôt citronné en termes aromatiques. Pour rien vous cacher, on vient de l'ouvrir à l'instant. C'était aussi un petit débat qu'on avait eu avant avec Charles qui me disait, justement, je lui demandais la question s'il valait mieux l'ouvrir ou pas à l'avance. Et toi, tu me répondais que sur cette cuvée-là, c'était pas forcément... Non, parce que c'est des vins qui sont très expressifs dès que tu les ouvres. Alors c'est vraiment entre guillemets le vin parfait parce que tu le bois maintenant, il est bon, tu vas le boire dans 10 ans, il va être bon, tu l'ouvres à n'importe quel moment, il va être bon, voilà. C'est juste que c'est un vin qu'il faut servir en premier. En fait, c'est minéral, c'est droit. Donc on a une acidité quand même qui va être assez marquée dans le sens positif. Donc du coup c'est vraiment les vins blancs qu'on ouvre en apéro en premier, quoi. Je trouve ça quand même hyper exubérant. Alors je sais qu'on est sur 2018 qui est un millésime réputé pour être très solaire en vallée de la Loire, mais là moi j'ai beaucoup le côté fruit exotique. Là, ça fait un petit moment aussi que je suis en train de le faire tourner dans le verre pour l'aérer, mais j'ai vraiment ce côté fruit exotique qui arrive et je sens que c'est ample pour un Sancerre, tu vois. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus un peu moins volumique, quoi. Tu vois, là je suis vraiment c'est généreux, c'est ample, c'est... Les vins qui sont sur du calcaire souvent ont du volume. C'est un peu la marque du calcaire.
Voilà, le silex aurait pas ce volume-là. Tu vois, D'où le côté vin de garde où il faudrait des années pour que... Parce que c'est la que garde le qui va lui créer son volume. Tandis que là, bah, c'est déjà prêt. Alors en revanche, si tu le gardes, ça va donner un vin très puissant. Mhm. Mais c'est déjà très facile à goûter aujourd'hui. Est-ce que ça te plaît, toi, René? Ah ouais, moi ça me plaît beaucoup. Alors c'est un vin qui fait saliver quand tu le sens. C'est ça qui est ouf, quoi. Ouais. Et en fait, tu sens, mais t'as tout de suite envie de le boire, quoi. Et bah ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va faire. J'ai un côté hyper crayeux en bouche. Tu vois, Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vraiment la première chose qui me saute à la Bah, bouche. c'est une boule de minéralité. Hein. De toute façon, Domaine Foissier, il recherche les identités du terroir. Et là, c'est des sols très pauvres. C'est vraiment une pente assez forte. C'est des sols très pauvres, avec pas beaucoup de profondeur. Donc du coup, on est directement sur la roche-mère. Et donc du coup, la vigne se puise de ce calcaire et en fait le retransmet dans le vin. Mais là, c'est incroyable l'influence du calcaire sur ce vin. Et puis des amers aussi, parce que là, ça a une longueur en bouche, c'est hyper salin, salivant, de l'amertume, Ah bah ça, c'est la grosse particularité de la bouche, parce que on a peu de vins blancs qui ont une amertume aussi intense que celle-là. Clairement. Alors, amertume, ça peut être négatif, quand c'est une amertume sur quelque chose de pas mûr, c'est négatif. En revanche, une amertume aussi, comme on a dans les groux, là, c'est une amertume hyper noble. Alors, c'est très fin, hein. On sent vraiment qu'il y a une grande aromatique en fin de bouche, mais c'est très fin. C'est pas du tout agressif, et ça apporte beaucoup. Alors, en revanche, cette amertume, il vaut mieux quand même essayer de la casser un peu en mangeant avec. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? pas forcément manger à table et tout, ouais. mais apéro, grignotage. Mhm. Alors là, moi, tout de suite, je te dis crevette. Encore? Tu nous avais déjà sorti ça pour Ouais. voilà, Non, mais c'est là, c'est le stéréotype de ça. Ou alors sushi. Ouais. Voilà. Tu vois, des plats quand même d'apéro avec de l'acidité. qui sont très expressifs aussi. Ouais. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est ce tranchant. Ouais. La capacité de ce vin à te faire saliver. En bouche, là, c'est un peu comme les bonbons quand on était petit, là, on les mange et ça fait les trucs sur les côtés de la langue, là. Et ben ça, c'est pareil, quoi. Et ça, c'est super parce que ça donne envie de revenir au vin très, très vite, quoi. Alors, c'est des vins qui sont hyper dangereux, hein. Non, mais c'est... T'ouvres ça à 3-4, la bouteille, tu l'as fini en 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Il y a un côté beurré aussi qui arrive un peu. Ça commence. Avec je suis d'accord. Ce côté. Alors, du coup, on a ouvert le vin il y a un peu plus de 5 minutes. Ouais, 5 grosses minutes. Le vin a déjà un peu changé. Et c'est normal. Ça, c'est signe que c'est un vin jeune quand même. Et qu'on peut le garder un moment. Ouh, on va t'entendre. J'allais dire le côté buis un peu. Non, en fait, c'est très cliché ce que j'allais dire, mais souvent dans les grands marqueurs du Sauvignon, il y a le buis qui revient. Ouais. Et ce côté... là, je dois reconnaître que j'ai plus ce côté fruits exotiques, fruits jaunes. Oui, moi aussi. Alors, j'ai surtout pas l'aromatique d'herbe coupée. Ouais. Non, pas du tout. Là, parce que sur les Sancerres, c'est souvent un marqueur des Sancerres, c'est ce côté herbe coupée. Alors, l'herbe coupée, c'est un arôme variétal. C'est un arôme variétal sur un beau terroir, mais ça reste un arôme variétal. Tandis que là, faut aller chercher les arômes de Sauvignon. Ah ouais, non, là, difficile. Ouais. À l'aveugle, si, je suis pas sûr de... Je pense que je t'aurais dit un chardonnay, moi, à l'aveugle. Ouais. Au premier nez, tout à l'heure, quand on venait d'ouvrir la bouteille, on était vraiment sur ce côté crayeux, minéralité. Donc évidemment, on a toujours ce côté crayeux, mais quelle est ses places maintenant à un fruit ? Le côté très fruit exotique, un peu passion, un peu les agrumes japonais, yuzu, kumquat, des choses un peu comme ça. Beaucoup de complexité maintenant. Ah, clairement. Si j'ai repris le verre, je fais attends, oulala, il va falloir que il va falloir se concentrer un peu parce que là il y a plein de trucs. Ah bah la première chose, justement, le premier instinct que j'ai eu quand je l'ai récupéré, je t'ai regardé, je t'ai dit ah oui, là ça s'est vraiment ouvert. Et alors maintenant la bouche s'est densifiée. Ah clairement. Ça gagne ça gagne énormément en longueur.
Et on finit un tout petit peu sur la châtaigne. Sur la châtaigne. Ouais, un tout petit peu sur... c'est une finale de châtaigne. Ça, c'est clairement la toute petite partie élevée en bois qui a amené ça. Donc du coup, super intéressant parce que ça se mélange. Au départ, t'as les fruits, après t'as vraiment la minéralité qui prend le dessus sur le vin. Et ça termine en longueur en bouche, finale de bouche, sur vraiment ce côté noisette châtaigne, quoi. Et sur ces bonnes paroles, nous enchaînons avec le vin rouge. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Ben, je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. Ben, c'est sûr, un bon couscous, un bon Sidi Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Et on est de retour pour le vin rouge. Bon, la dernière fois, on était donc dans le vignoble de la Loire. Juste avant, on était dans le vignoble de la Loire. Est-ce que tu as encore sélectionné un vin de Loire pour le vin rouge? Non. Où est-ce que tu vas nous emmener, du coup? Eh ben là, je vais vous emmener en Ardèche. Mhm. Donc, dans le sud de l'Ardèche, même. Et alors, l'Ardèche, moi, d'instinct, la première question qui me vient en tête, c'est j'ai toujours eu beaucoup de mal à positionner l'Ardèche. Pas géographiquement, je sais quand même où est située l'Ardèche en France, mais plutôt en termes de vin, parce que autant je vois bien toutes les appellations plus au nord, comme Crozes, Saint-Jean, etc., même si je sais que c'est en Drôme. Du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous le décrire? Parce que pour moi, c'est un peu le vignoble, je suis désolé pour l'expression bâtard, mais c'est en plus là on est sur un IGP. Enfin, est-ce que tu pourrais un peu nous défricher l'Ardèche pour nous? Parce que c'est vraiment pas... pour moi, c'est un vignoble que voilà, j'ai toujours eu beaucoup de mal à visionner. Eh ben, alors, l'Ardèche, c'est le vignoble du sud de l'Ardèche. Hein. Parce qu'au nord, il y a les Saint-Joseph. Mais après, quand on va bien au sud, on arrive sur les premiers vignobles en climat méditerranéen. Mm-hmm. Donc, c'est un vignoble qui est assez morcelé, qui est très grand en superficie, on va dire. Ouais. Mais les vignes sont plantées un peu de partout. Il n'y a pas... par rapport à la taille de l'appellation, il n'y a pas énormément de vin de produit. Bon, ça va venir, parce que c'est à force que des vignerons s'installent là-bas, ça va grandir. Mais tu me dis ça va venir, c'est un vignoble récent? C'est un vignoble, comme la plupart des vignobles français, c'est un vignoble qui a toujours été là. Mm-hmm. Mais à des proportions très très faibles. Donc voilà, les coteaux du Vivarais, ils étaient là depuis quasiment toujours, quoi. À l'époque gallo-romaine, je suppose. Ouais, peut-être pas à l'époque gallo-romaine, mais vraiment au début des côtes du Rhône, c'est arrivé très rapidement. Et alors, qu'est-ce qui fait que l'appellation est en train de prendre son essor? Eh ben, les rapports qualité-prix. On arrive à avoir des vins aux alentours des 15 € pour le vin qu'on va vous proposer, par exemple, à des rapports qualité-prix extraordinaires. Alors moi, c'est vraiment mes vins de consommation régulière. Je les prends souvent en Ardèche, par exemple, parce que j'arrive à me faire hyper plaisir à des prix hyper raisonnables. Et donc, le domaine que tu as sélectionné pour ce coup-ci, c'est le domaine... Le Château de la Selve. D'accord. Donc, domaine également en biodynamie. Ouais. Vraiment au cœur de l'Ardèche, on est juste à côté de Vallon-Pont d'Arc. Donc ça nous fait penser un petit peu aux vacances. Forcément, le camping, ils sont pas encore là, mais on peut toujours y penser. Donc ouais, alors, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans la région, allez voir le Château de la Selve. C'est vraiment limite un mât provençal. Alors sachant que c'est pas la Provence, mais on est sur déjà le climat méditerranéen. Mais c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Alors d'ailleurs, ils ont des gîtes. Si jamais vous êtes friand de vacances en Ardèche, n'hésitez pas à les contacter pour le gîte. Vous serez bien reçus. Si vous voulez faire un petit détour depuis la Via Rona, voilà, faudra grimper un peu quand même parce que l'Ardèche en général c'est rarement plat. Ouais, mais là il n'y a pas tant à grimper que ça pour aller au Château de la Selve. Ouais, moi j'imaginais bien, tu vois, un domaine totalement en coteaux et avec un côté. Alors. C'est quasiment totalement en coteaux, ouais. Mais c'est toujours des petits coteaux. D'accord. Donc c'est vraiment morcelé. Ils plantent les vignes à des endroits où il n'y a pas beaucoup de sol. Est-ce que ça fait partie de ces domaines qui ont défriché la garrigue et qui ont planté leurs vignes? Oui, ouais. Ça fait partie des domaines qui ont planté à des endroits où il n'y avait pas de vignes avant, notamment. Ok. Bon, alors, c'est pas la dominante du domaine. Hein. Mm-hmm. Ils ont quand même récupéré une grosse partie déjà bien plantée, mais bien morcelée. Donc la cuvée qu'on va proposer aujourd'hui, c'est la cuvée Beaulieu 2018, élevée en amphore. On expliquera les amphores plus tard. Ouais. C'est une particularité qui est assez récente
dans notre culture du vin en France. Donc ça mérite de s'y attarder. Je vais juste parler de Beaulieu avant. Ouais, je t'en prie. Donc Beaulieu, c'est un assemblage de 5 terroirs différents. Donc, à l'inverse de... Avant, on était sur du parcellaire. Avant, là, voilà. c'est l'inverse. Avant, on était sur du parcellaire. Là, on est vraiment sur un assemblage de 5 terroirs. Alors, ces 5 terroirs, ça va de 153 mètres d'altitude à 110 mètres d'altitude. Donc, on est vraiment sur des altitudes assez faibles hein, par rapport à d'autres. Hein. Le Sancerre, il devait être aux alentours des 350-400. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment des altitudes plus faibles. Donc, ce qui permet d'avoir des vins avec une meilleure maturité, parce qu'il fait plus chaud. Donc, le Beaulieu, c'est sur 6 hectares, donc ça commence à faire une cuvée déjà qui est assez importante. Ah ouais, là, ils font quand même pas mal de bouteilles. Et la grande typicité de ce vin par rapport à ses concurrents, on va dire... et à la région. Et à la région, c'est qu'il est fait à base de 50% de Cabernet Sauvignon. Et bah ça, c'est ce que j'ai découvert justement en prenant la fiche, parce que moi, dans ma tête, je me disais, ça doit être un ensemble, soit une Syrah, soit Syrah Grenache, soit Syrah Grenache Mourvèdre. Et ben non. Cabernet Sauvignon 50%, qui est accompagné de 25% de Grenache et 25% de Cinsault. Donc le Grenache, c'est un cépage de la vallée du Rhône classique. Oui, ça, c'est très sucré, ça donne des vins ronds, fruités, voilà. Et après 25% de Cinsault, c'est un cépage qui est beaucoup moins connu, que moi j'adore, parce que c'est un cépage qui donne pas beaucoup d'alcool. Donc c'est un cépage qui donne de la fraîcheur au vin. Moi, je le définis toujours un peu comme le pinot noir du Sud. Je sais pas si je dis une bêtise. C'est pas du tout une bêtise. Tu peux arriver à trouver à l'aveugle des cinceaux qui pinotent un peu, quoi. Ouais. Et quand ils sont fait un carbo, ça ressemble au Beaujolais. Ouais, mais tout le monde veut copier le Beaujolais, forcément. Ah, forcément. Bon, on est dans le Beaujolais, hein, pour information. Trois fois si peu. Voilà. Et donc, Cabernet Sauvignon, ce qui fait d'ailleurs que le vin est en IGP, il n'aurait pas pu rentrer dans le cahier des charges d'une appellation. C'est ça, IGP Coteaux de l'Ardèche. Ouais. Voilà. Donc, c'est anciennement les vins de pays. Dans les vins de pays, enfin dans les IGP maintenant, ils ont des cahiers des charges beaucoup plus larges. Donc, s'ils veulent planter du Cabernet Sauvignon, ils peuvent. Ils peuvent faire quasiment tous les cépages en IGP Coteaux de l'Ardèche s'ils veulent. Et alors, ça laisse une liberté assez folle. Pour moi, le Cabernet Sauvignon, moi qui ai fait mes études à Bordeaux, forcément, je pense, voilà, Cabernet Sauvignon égale Bordeaux égale solde grave. Là, je ne pense pas qu'on soit sur des soldes graves, vu le lieu où on est situé. Est-ce que tu sais ce qui les a motivés, justement, à aller sur ce cépage ? Est-ce que c'était une pure question de goût, une question de sol, enfin... Je pense que, déjà, les Cabernet Sauvignon étaient là depuis longtemps. Ouais. Pourquoi avoir planté du Cabernet Sauvignon ? C'est parce que c'est des climats très tardifs. Donc, malgré la chaleur. Ouais, mais c'est des climats qui permettent de faire mûrir le Cabernet Sauvignon bien. Et en fait, le Cabernet Sauvignon, il est très difficile à travailler parce que quand tu le récoltes, c'est toujours en dernier. 2 semaines après les autres. Ouais. Et en fait, 2 semaines après les autres, tu as des risques de pourriture parce que tu arrives à fin septembre, etc. etc. Donc du coup, un climat méditerranéen comme tu as dans les coteaux de l'Ardèche, le Cabernet Sauvignon, il mûrit super bien. Et en plus, si tu lui mets de la biodynamie avec, il mûrit d'autant plus facilement et limite mieux. Donc on n'aura pas les mauvais goûts du Cabernet Sauvignon et au contraire, on aura les arômes sublimes qu'il apporte, quoi. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas ce côté poivron vert qu'on retrouve un peu trop souvent sur le Cabernet Sauvignon du Bordelais, qui manque de maturité, justement. On n'aura pas. Et dès l'ouverture, mes chers amis, je peux vous dire qu'il y a de l'aromatique. Hein. J'ai un côté végétal au tout premier nez. Ouais, mais c'est pas le côté végétal du Cabernet Sauvignon. Ouais, pas ce côté... c'est un végétal hyper noble. T'es sur les côtés un peu garrigue. Ouais, ce côté herbe provençale, je vais dire. Donc en fait, quand t'es sur ces côtés... ce côté laurier, en fait. Voilà. Ouais, végétal, mais herbe aromatique, c'est ce que j'appelle le végétal noble. Ouais. Non, mais moi, je suis fan du nez, là. Ah ouais. Alors, j'ai le clou de girofle aussi. J'ai... Alors, j'ai les poivres. J'ai poivre noir, j'ai même poivre gris. Là, j'ai groseille aussi en fruits.
Le côté un peu fruits rouges, groseille, fraise des bois. Ouais, c'est une complexité. Ouais, c'est très complexe. Ouais, j'adore. Pour une quille qui autour de 15 balles, c'est... Et donc du coup, en termes de vinification, donc une fois que le vin est fait, donc les fermentations sont terminées, le vigneron sépare la cuvée en deux, il met la moitié en amphore et la moitié en fût. Alors autant je pense que le fût, pas mal de personnes comprennent l'intérêt du fût parce qu'on a l'habitude, ça va apporter de la structure, des tanins, ça va arrondir éventuellement si on est dans des fûts assez ça va dompter le vin. Voilà. L'amphore. Alors l'amphore, le but recherché est à peu près le même, sauf que ça va pas donner du tout la même chose au vin. En fait, les amphores, ça va énergiser le vin. Ouais. Ça va lui donner du peps. Ça va pas apporter le volume qu'on aura sur les fûts, mais ça va faire ressortir la minéralité et ça va lui apporter de l'énergie. Bah, moi, j'ai remarqué de la plupart des cuvées en rouge que j'avais goûté sur les amphores, je trouvais que ça apportait justement ce côté tendu et salin avec les amphores. Tu vois, c'est exactement ça. Ouais. C'est que le côté salin, c'est un peu apparenté à de la minéralité. Et donc, du coup, c'est le but de faire des amphores sur des vins comme ça, ça fait ressortir la minéralité. Alors, la minéralité sur les rouges, c'est hyper intéressant. Parce que souvent, elle est masquée par la puissance du fruit. Mais là, tout est équilibré. Ah, moi, là, c'est en train de s'ouvrir, ça va totalement sur le côté herbe méditerranéenne, quoi. C'est. Ah, bah là, thym, c'est la garrigue, de toute façon. Ah ouais. C'est le. Il y a presque un côté baume, un peu, tu vois, je sais pas comment dire, mais je vais pas dire baume du tigre, parce que ça serait une grosse bêtise, mais je sais pas, il y a un côté tellement... Les raisins puisent dans l'univers de la vigne. Donc, si la vigne est au milieu de la garrigue, et tout ce qu'on sent, nous, quand on se balade dans la vigne, le raisin l'imprime aussi, quoi. Et ça, c'est hyper important. Je suis bluffé. Là, on l'a ouvert il y a quoi, 5 minutes ? Ouais, 5 minutes. Ça va déjà... je crois qu'il est temps de le goûter, tout simplement. Ouais. Alors... Je comprends son ADN Cabernet Sauvignon. Ouais. Attaque. Acidité. Ouais, attaque... Noble, donc, évidemment. Première bouche. Sur l'attaque. Ouais. Hyper puissant. Le vin prend tout le volume en bouche. On a du tanin, on a de la puissance. Après, on part sur une tension, donc une belle acidité, qui a tendance à contrer un peu cette puissance du départ pour donner un vin qui a une buvabilité super intéressante. Alors, c'est vrai que quand on regarde la couleur, quand on sent le vin, on s'attend pas à avoir autant de puissance dès le départ. Ah ouais, clairement. Je Mais m'attendais à un truc beaucoup plus rond, tu vois, beaucoup plus... En revanche, quand on termine le vin, on termine tout en finesse, sur la salinité, sur la minéralité, et pas du tout une dominante d'alcool comme on peut avoir sur beaucoup de vins de la région maintenant, quoi, avec le réchauffement climatique. Là, je pense qu'on l'a servi autour de 13-14 degrés, donc je suis un peu en train de le faire réchauffer, parce que je me dis peut-être aussi qu'il gagnerait à être un petit peu plus chaud. Alors, aujourd'hui, si on est en fin de l'hiver, c'est sûr que c'est plus intéressant de le boire, on va dire, à 18, 16-18. Mais si vous buvez ça en été, n'hésitez pas à le mettre à 13 degrés comme ça, hein. Et alors, moi, je le verrais avec... je me vois au barbecue, là, tu vois. Ah bah là, mais tout de suite. Ouais, mais c'est exactement ça. Barbecue, grillade, méchoui, enfin tout ce que tu veux. Quelque chose qui va contrebalancer une cuisine épicée, quoi. Ouais, une cuisine surtout une cuisine de terroir, une cuisine de viande, là. Ouais. Je vois pas ce que tu pourrais mettre d'autre qu'une viande. Ouais, désolé pour nos amis végétariens, mais là, pour le coup, il va falloir devenir flexitarien, parce que... ouais, là, il y a tellement de puissance que, tu vois... Je sais pas, tu vois, même avec des tapas, j'aurais du mal à envoyer ça, tu vois. Pour moi, il faut, vraiment... Non, mais si, à la limite, tiens, je viens de voir, une idée sur une moussaka, tu veux très bien ça. Et on va déjà lui laisser un peu de temps de s'aérer, comme on a fait pour le blanc juste avant, et comme ça, on va revenir 20-25 minutes après pour pouvoir mieux en reparler et pour voir comment est-ce que ça a évolué et pour vous orienter sur la dégustation, puisque bien évidemment, vous allez tous acquérir la deuxième Vinstage boîte qui vous sera proposée au tarif de je ne sais pas encore, je n'ai pas fixé les prix. Alors, un peu à l'instar du blanc, on est de retour justement après un peu d'ouverture, je dirais 20-25 minutes facilement, sur la cuvée Beaulieu en fort 2018 du Château de la Selve. Alors, Charles, au second nez, avec un peu d'ouverture, le vin qui s'est réchauffé aussi, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, du coup, le nez,
par rapport au début, donc ça fait 10 minutes, un quart d'heure que c'est dans le verre. Ouais, facilement. Je dirais Facilement, même 20, ouais, je dirais même... Peut-être 20 minutes. Ouais. Le fruit a eu tendance un peu à disparaître. Donc ça, c'est assez fréquent dans les vins. Hein, que sur des vins jeunes, le fruit a tendance à disparaître et le vin a tendance à se refermer. Mais ça fait place quand même à tous ces arômes de type garrigue, hein, toutes ces herbes, etc. La réglisse, moi, notamment, je trouve. Ouais. Le côté un peu écorce d'arbre, je sais pas comment dire, je trouve, qui est arrivé, que j'avais pas forcément au premier nez. Ouais, le côté réglissé, je l'ai aussi. Le côté sous-bois. C'est ça. Sous-bois, humus, humus, écorce. Toute cette gamme aromatique, on l'a pas mal. Mais c'est bien dynamisé par tout ce côté laurier, la herbe de Provence, quoi. Et ça garde le côté fraise aussi que tu disais tout à l'heure, je trouve qu'il ressort un peu plus, moi, pour le coup. Oui, mais t'as perdu le côté vraiment panier de fruits, groseille. Ouais. Mais t'as gardé le côté un peu fraise des bois. Ouais. En fait, un peu tout ce qui est acidité, justement, qui est avec le réchauffement. Voilà. Exactement. Et en bouche, par rapport à tout à l'heure, c'est complètement dompté. Donc, les tanins étaient un peu durs. Les tanins étaient un petit peu durs. Ils étaient plus frais aussi quand on l'a servi. Plus d'ouverture, plus de température. En bouche, ça rééquilibre totalement le vin. Pas du tout d'astringence, c'est très fin. On n'a plus du tout la puissance qu'on a au départ. Cette puissance devait être exacerbée par vraiment le côté un peu frais du vin, mais qui passera très bien en été. Hein. Je le redis, hein. Faudra pas hésiter à le servir un peu frais en été. C'est la première fois que je goûte le domaine, et quand je vois le niveau que ça a par rapport au prix que ça a, auquel c'est proposé, pardon, wow. Et du coup, il faut pas hésiter à carafer quand même. Là, ça sera vraiment bénéfique en dégustation. Ouais, j'ai même une petite pointe de chocolat. Voyez-vous. Ça, c'est souvent la barrique, ça aussi, qui fait ça. Et bien sur ce, je te remercie pour cette analyse de dégustation, et sur ce, on va embrayer avec la dernière partie, la nouvelle partie que nous lançons pour le Podstache, les questions des auditeurs. Allez, on y va. The question of the death. On a une grosse question ? J'aurais une question à poser sur son fonctionnement. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pregunta ? Et donc, grande nouveauté pour finir ce podcast, j'ai décidé d'impliquer cette fabuleuse communauté qui est la mienne pour tout simplement vous demander en fait si vous aviez des questions à nous poser pour ce Podstache. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des questions à l'avenir, justement des questions que vous posez sur le vin, sur des appellations, sur quoi que ce soit, et nous y répondrons. Et nous allons donc commencer avec la question d'Hervé qui m'a demandé via le réseau social Instagram. J'ai récemment goûté un Grenache de Provence à l'aveugle, j'aurais juré que c'était un Gamay du Beaujolais. Est-ce un phénomène fréquent ou est-ce un signal d'alarme pour mon palais ? Alors, très intéressant comme question. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Je dirais pas forcément oui, mais c'est pas du tout étonnant. Et pourquoi donc ? Le Grenache, il est connu en Vallée du Rhône, en Languedoc et un peu en Provence. La particularité de la Provence par rapport aux deux autres régions, c'est que la Provence, on est quand même très méditerranéen. On est vraiment proche de la mer. Et cette proximité avec la mer apporte beaucoup. Elle assainit énormément les raisins. Ouais. Elle donne des nuits beaucoup plus froides que dans les terres, à 80 km plus haut dans les terres. Ouais, type Arles, Avignon, tous ces endroits où voilà. ils cuisent. Et ça c'est vraiment hyper important. Parce que tu vas garder de la fraîcheur, tu vas apporter beaucoup plus de fruits à tes vins. Et si le vigneron décide de vinifier en façon douce, donc des grenaches avec peu d'extraction, sur le croquant, recherche de fruits, et tu arrives à des vins qui peuvent ressembler très facilement à des vins du Beaujolais. Est-ce que tu penses qu'en Provence, ils appliquent dans certains domaines des semi-carbos qui pourraient justement... Oui, je pense qu'il y a des domaines qui font des semi-carbos. J'en ai pas en tête, mais on fait des carbos de partout aujourd'hui. Okay, alors, est-ce que sur un Grenache, ils font des carbos ? Faudrait voir. Des carbos total, tu veux dire ? Ouais, ou des semi-carbos. Ouais. Mais sur des cinceaux, c'est sûr qu'ils en font. Ouais. Voilà. Ok, donc en gros, si je résume, le terroir est peut-être différent, mais le fait qu'on ait une alternance entre chaud et froid
un peu comme dans le Beaujolais, et le fait qu'il peut y avoir une vinification qui se rapproche de la méthode dite beaujolaise pourrait faire qu'à l'aveugle, effectivement... Alors oui, c'est pas du tout un défaut de palais. Ok. Voilà. Alors, C'est très intelligent d'ailleurs d'essayer de comparer ce genre de choses, et surtout la dégustation, si on ne lance pas des idées comme ça, eh ben, on ne progresse pas en dégustation. Donc c'est très important de continuer à penser des choses comme ça. Eh bien, félicitations Hervé. On enchaîne avec la question d'Andrea qui demandait sur Instagram « Je cherchais récemment à avoir des informations sur le fait d'aérer, mettre en carafe son vin avant de le consommer. Je présume que je ne suis pas le seul à me poser la question. » On en parlait un peu juste avant. Toi, t'es qu'à l'école, comment est-ce que tu fais ? C'est quand même une question très difficile, l'aération. Ouais, c'est une question qui est très difficile. Là, on rentre dans le... technique pure de sommelier. Ouais, dans une technique de sommellerie, quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt quand un vin n'a pas beaucoup d'expression, eh ben, il faut essayer de faire en sorte de lui en donner. Donc, du coup, le carafage permet d'ouvrir les vins. Alors, aérer, c'est un terme... c'est pas un terme que j'utilise forcément. Je parle plus d'ouverture. Parce que il faut que le vin s'exprime. En l'aérant, tu peux aussi le casser, quoi. Oh, le tuer. Donc il y a des... tu peux à peu près tout carafer, surtout quand c'est jeune. Oui. Tu peux à peu près tout carafer à partir du moment où le vin n'a pas une expression éclatante, quoi. Ou que les copains attendent. Ouais, voilà. Quand il faut faire une aération express. En revanche, ce que je ne vous conseille pas, c'est vraiment de carafer les vieux vins. Ah ouais, non, ça, c'est du blasphème. Bah, c'est un peu ça, parce que les vieux vins... le bouquet est déjà en place. Le vin, il va pas s'améliorer en le carafant. Au contraire, il va s'oxyder. Il est déjà suffisamment vieux. On va pas plus le brusquer que ça, quoi. Charles-Henri, sur Facebook, il demandait à quand le rythme de une vidéo par semaine. Beaucoup de youtubeurs le font et cela t'aiderait pour le référencement. Alors, écoute, Charles-Henri, ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que entre le temps d'écrire l'épisode, le temps de le sortir, honnêtement, soit je vais laisser ma santé, soit non, je ne le ferai pas. Non, en fait, je sais que c'est hyper important. Quelqu'un comme JV d'une bière et JV fait quasiment une vidéo par semaine, mais lui, il est à temps plein sur les vidéos. Il fait des formats un peu plus courts. Moi, aujourd'hui, je pars souvent sur des formats qui font 15 minutes avec beaucoup d'écriture, et clairement, je serais absolument incapable de faire ça. J'aimerais à l'avenir pouvoir ne faire que du vin stache. Mais pour l'instant, je suis encore entre deux vies professionnelles. Donc, écoute, le jour où j'aurai toute une armée mexicaine derrière moi, oui. Mais pour l'instant, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Et dernière question pour terminer, de Clément, toujours via le réseau Instagram, qui nous demandait « J'ai une question assez classique. Quel vin vous aimeriez goûter au moins une fois dans votre vie ?» Alors, je laisse Charles commencer, parce que vu que Charles a déjà tout goûté... Alors évidemment, c'est faux, j'ai pas tout goûté. Mais à 18 ans, j'avais quand même une vision des vins que j'avais très envie de goûter. Alors tous les vins que j'avais très envie de goûter, je les ai goûtés. Vas-y, fais rêver un peu les buveurs d'étiquettes. Qu'est-ce que t'as pu goûter ? Bah, tout ce qui est tous les grands vins de France, tous les grands châteaux de Bordeaux, tous les premiers grands classiers de Bordeaux. Des Lafite. Ouais, les Latour, les Lafite, je les ai goûtés plusieurs fois. Rayas en Châteauneuf-du-Pape. Rayas, bah ouais, ça souvent. T'as tes allocations même ? Oui. Ouais. Et tu vas me faire déguster juste après, c'est ça ? Ah, mais enfin, il faut un petit peu d'ouverture pour Rayas, c'est assez particulier, mais... non, et puis... non, si, il y avait quelque chose que j'avais très envie de goûter, c'était Aubryon Blanc. Ouais. Donc c'est très rare, voilà. Donc, j'ai réussi à goûter un jour à l'aveugle. Donc c'était vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, non, ce qui pourrait me manquer dans tout ce que j'ai pu... voir dans ma carrière, des choses des grands vins que j'ai pas goûté, c'est il y a Hill of Grace en Australie, qui est un des deux plus grands vins d'Australie. Ils sont en Éden, c'est Henschke, donc c'est vraiment à l'est de Melbourne. C'est pas dans les Pyrénées, mais c'est la région d'à côté des Pyrénées. J'ai oublié le nom là de tête. Eh ben écoutez, pour ma part, j'ai pas pu goûter tous les grands vins de France. Il m'est arrivé de goûter des trucs sympas comme du mouton Rothschild. Je sais plus si c'était 84 ou 86. C'était pas une très très grande année, mais j'avais pu goûter des choses comme ça. Je vais être honnête avec vous, moi je suis pas forcément quelqu'un qui court derrière les gros noms, parce que du moment qu'il faut mettre plus de 100 € dans une bouteille, je sais que non, parce qu'on va se retrouver avec
avec, enfin voilà, ils vont pas inventer des arômes aussi grands que soient ces vins. Donc j'avoue, j'ai pas forcément une démarche où j'aimerais goûter de gros noms. Enfin, je me suis permis de partir sur les gros noms parce que souvent c'est un peu ce genre de problématique que cette question soulève. Je pense quand même que dans les choses que j'aimerais bien goûter, en Bourgogne, j'aimerais bien goûter Méoquet Musée. J'avais pu goûter leur Fissin, je m'attendais à rien, un Fissin de 2013, Fissin qui est l'appellation la plus au nord de la Côte de Nuit, qui est collée à Dijon, qui a un peu cette réputation de petite appellation. Et bah pourtant j'avais pris une claque monstrueuse, je me souviens de ce côté humus, sous-bois, qui pinotait, enfin c'était vraiment génial, donc j'aimerais bien goûter les grandes cuvées. Mais bon, chez Méoquet Musée, on parle de cuves à 4 chiffres en général, quand on veut se payer... Les Croparentou par exemple. Voilà. Et voilà, et autrement, si j'aimerais les Riesling des Goldmüller. Oui, je te comprends. Ça, voilà, en gros, il y a la Romanée Conti qui est le vin rouge le plus recherché au monde, et le vin blanc le plus recherché au monde, c'est les Riesling de chez Goldmüller. Et je dois bien Goldmüller 4, même si je dis pas de bêtises, et je dois bien reconnaître que ça fait partie des choses que j'aimerais goûter, mais voilà, si on me propose d'en goûter, parce que jamais je n'irai mettre ça. Sinon, dans les choses que j'aimerais bien goûter, en fait, moi, c'est plutôt des vieux millésimes. Je dois reconnaître que j'ai un peu un manque de culture sur les vieux millésimes, et il y a pas longtemps, j'ouvrais un Vaqueras de 90, je crois, cuvée Ouméa du domaine Sans des Cailloux, ou Cailloux, je sais plus. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouvais que ça avait de la profondeur, de la complexité. Et j'aimerais bien aller sur les vieux millésimes. Et autrement, le vin que je rêve de goûter, c'est le vin de Loïc Geoffrey de Vinstache pour lorsque j'aurai mon domaine, le domaine Loïc Geoffrey, qui sera bien évidemment situé à Lantigné, puisqu'on ne trahit pas la terre de ses ancêtres. Et c'est sur ces magnifiques questions que se termine notre deuxième épisode du podcast. Je te remercie, Charles, de m'avoir accompagné pour ce deuxième épisode. Avec plaisir. Et puis, pour rappel, les deux vins qui ont été sélectionnés par Charles, c'est le Sancerre-les-Groux du domaine Foissier, millésimé 2018, et l'IGP Coteau d'Ardèche, c'est ça ? Oui, Coteau de l'Ardèche. Du Château de la Selve, la cuvée Beaulieu en fort en 2018, que vous retrouverez sur Vinstache, la boutique. Merci bien à vous tous, et à bientôt pour un prochain épisode. Salut